Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Bonjour, je vois que les premières personnes sont déjà présentes, le son est parfait, c'est super. Écoutez, super. On va attendre 1 minute, le temps que tout le monde arrive comme d'habitude. C'est pas notre premier webinaire assuré chez Stoic, donc j'ai vu les inscriptions, je sais qu'on a déjà quelques habitués qui viennent là pour déjà la 2e ou la 3e fois. Donc merci de votre fidélité pour ce webinaire qui est intitulé Stoic Protect à l'ère de l'IA, un temps d'avance sur les attaquants. J'en profite également pour remercier tous les assurés qui ont pris le temps de répondre à un sondage de satisfaction qu'on a envoyé fin septembre. On a bien agrégé tous vos résultats, on les a reçus, ça nous a donné pas mal d'idées de développement pour le dernier trimestre de l'année. Donc c'est très riche. Si certains n'y ont pas encore répondu, écoutez, je pense qu'il est dans vos boîtes mail. Ça s'appelle Stoic Protect, quelques minutes pour donner votre avis, quelque chose comme ça, je crois. Voilà. N'hésitez pas à y répondre. J'en profite également, avant que tout le monde arrive, pour bien poser le cadre de cette session collective. On va parler ici de prévention, donc vraiment de ce que Stoic fait sur la partie prévention du risque cyber. On ne va pas aborder les sujets d'assurance. Les sujets d'assurance sont bien gérés par votre courtier en assurance avec lequel vous avez souscrit. Voilà. On distingue bien les rôles ici. Écoutez, il est 11h01. Je vous propose maintenant d'attaquer et de vous présenter sans plus attendre qui est avec vous ce matin. Donc, Xavier, avec qui je travaille chez Stoic, qui est co-directeur du CERT et du SOC, donc les équipes vraiment d'ingénieurs cyber qui répondent à la hotline téléphonique en cas d'attaque cyber et qui traitent les alertes. Merci à lui et à toute son équipe. Et moi, de mon côté, Agathe Delalaurentier, directrice du service assuré. Je m'occupe de toute la partie déploiement des outils de prévention pour l'ensemble de nos assurés. Avant de commencer, je vais vous envoyer un petit sondage pour comprendre déjà quel est l'usage de l'IA dans votre entreprise. Pourquoi est-ce que je vais vous soumettre ce sondage? Parce qu'avec Xavier, quand on a lancé ce webinaire, on s'est dit finalement quelle est la logique de faire un webinaire sur l'IA aujourd'hui, alors qu'on a quand même l'intuition et presque même la certitude, après les échanges avec vous, que les applications de cette IA dans le quotidien de la vie des entreprises assurées sont encore très floues. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on prend du temps pour discuter de cet outil, l'IA, qui est finalement encore peu ou mal utilisé dans le tissu économique français? Voilà, la plupart, je vois, c'est usage à la discrétion des collaborateurs dans certains départements précis, mais finalement pas un usage généralisé et bien acquis. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, au-delà de l'usage dans le pur écosystème économique que Stoic va assurer, ce qu'on voit, c'est qu'au quotidien, dans les attaques, les cyberattaques gérées par le CERT sur cette première partie d'année 2025, on voit déjà que l'écosystème des cyberattaquants a trouvé des leviers d'action très précis avec l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'est une population qui est évidemment à l'avant-garde de toutes les nouveautés technologiques et donc très agile. C'est la raison pour laquelle nous, Stoic, en tant que assureur spécialisé dans la cyber, on a été poussés, dans l'espace de quelques mois, après avoir compris ces enjeux, à mettre à niveau notre offre de prévention par rapport à ces nouvelles menaces de l'IA. Autrement dit, c'est vraiment grâce au fait que nous ayons une ADN technique du risque cyber chez Stoic que nous sommes capables rapidement de comprendre comment ce risque évolue et d'adapter immédiatement notre offre de prévention. Je vous propose d'avancer et donc d'arriver directement sur l'agenda. Comme on est dans le cadre de, évidemment, l'assurance cyber de Stoic, on refera le point là-dessus pour lever tout le doute. Et on attaquera directement dans le vif du sujet avec Xavier qui nous parlera des premiers retours terrain du CERT entre IA et cyberattaque. Et enfin, on enchaînera sur la façon dont Stoic s'adapte face à ces nouvelles menaces. Donc déjà sur la partie Stoic Protect, comment est-ce qu'on a commencé à intégrer de l'IA pour avoir certains résultats déjà plus précis. Et enfin, on verra sur des outils de détection que certains connaissent déjà, la partie Stoic MDR, comment est-ce que l'IA nous aide à être de plus en plus performants. Et enfin, un tout nouvel outil, et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau que nous prenons le temps de vous présenter aujourd'hui,
un outil qu'on appelle Email Security, qui est disponible depuis déjà quelques jours, mais c'est donc très récent, une IA contre la fraude bancaire développée en interne par Stoic. On prendra vraiment du temps pour la présenter et répondre à vos questions à ce sujet. Mais avant, débutons par le début et revenons sur l'approche basique de Stoic, assurance et cybersécurité. Donc pour rappel, qu'est-ce que c'est être assuré chez Stoic aujourd'hui? C'est être assuré chez le seul assureur européen qui couple son offre d'assurance cyber à des outils de cybersécurité. Certains connaissent déjà cette slide, donc je vais passer vite, mais l'objectif, c'est de faire reposer le modèle Stoic sur 4 piliers. Donc d'une part, la partie outils de prévention qui sont inclus dans votre contrat d'assurance, sans surplus. L'objectif est de réduire la probabilité d'être victime d'une cyberattaque. Ces outils de prévention sont disponibles sur la plateforme Stoic Protect, que je vais vous remontrer par la suite. Deuxièmement, des outils de détection. L'offre que vous connaissiez jusqu'ici, donc Stoic MDR, qui détecte et neutralise toutes les menaces suspectes dans votre système informatique. On prendra le temps pour la représenter. Troisièmement, la partie assistance avec le CERT Stoic, dont Xavier fait partie. Ce CERT, ce sont vraiment des experts en cybersécurité qui sont disponibles en 24/7. C'est une équipe qui est internalisée chez Stoic et très dimensionnée. Et enfin, bien sûr, la partie indemnisation, qui est le cœur de votre contrat d'assurance pour dédommager toutes les pertes subies ou causées en cas de cyberattaque. Voilà. Donc toute la discussion qu'on va avoir ici s'adosse vraiment sur ce quatuor entre assurance et cybersécurité. Comme l'objectif du webinaire est évidemment d'insister sur la partie prévention du risque cyber, plus que sur la partie indemnisation contractuelle de l'assurance, je vais insister sur les équipes de consultants cyber que vous connaissez sans doute déjà en France, Emma, Andrea, qui vous aident au quotidien à déployer les outils et qui sont disponibles via l'adresse mail protect@stoic.io. Cette équipe, c'est une équipe de consultants qui va répondre à toute demande non urgente. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de vous accompagner soit pour le déploiement des outils inclus dans votre contrat d'assurance, soit pour la résolution des vulnérabilités. De l'autre côté du spectre, on a l'équipe CERT, co-dirigée par Xavier, qui est disponible par une ligne téléphonique dont je remets le numéro ici. Ce numéro est évidemment disponible dans votre contrat d'assurance. Je réinsiste parce qu'on préfère que vous nous appeliez en cas de suspicion d'attaque plutôt qu'une semaine après avoir vécu l'attaque et que le système informatique soit complètement paralysé. Cette équipe, elle est disponible en 24/7, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et elle est vraiment là pour répondre à toutes vos questions en cas de cyberattaque suspectée et avérée. Ce numéro de téléphone, je le précise, il doit être disponible évidemment pour les personnes responsables de l'informatique, mais il peut être également partagé aux instances dirigeantes de l'entreprise. On ne conseille pas de le donner à tous les collaborateurs, parce que sinon, évidemment, nous, ça saturerait la ligne. Donc, on conseille de créer un système de remontée d'alerte en interne de votre entreprise pour que soit les dirigeants, soit les personnes responsables de l'informatique puissent contacter notre CERT en cas de cyberattaque suspectée ou avérée. Pour finir, ce point rapide sur l'offre Stoic dans le cadre de laquelle on se parle, je vous invite maintenant à noter ces 2 contacts. Donc, l'adresse mail protect@stoic.io pour toutes vos questions non urgentes sur le déploiement des outils cyber et le numéro de téléphone de notre équipe CERT qui est affiché ici pour toute cyberattaque suspectée ou avérée. Ceci étant dit, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Xavier qui va nous faire ses retours terrain sur l'IA et les cyberattaques. Un grand merci, Agathe. Ce que je vous propose, c'est de parler de comment les attaquants exploitent l'intelligence artificielle. Agathe l'a déjà évoqué en début d'échange. Cela fait plusieurs mois, plusieurs années que l'on voit une exploitation de plus en plus poussée de ces outils-là. Il faut garder en tête que les attaquants sont des populations qui, par nature, ont une forte technicité. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, ils se sont emparés de ces outils et ils se sont emparés du potentiel d'accélération de ces outils très rapidement, je pense plus rapidement que grand nombre d'entreprises.
On identifie vraiment 3 axes qui sont exploités par les attaquants. Le premier axe, c'est ce qu'on va appeler la massification. La massification, c'est-à-dire l'exploitation de l'intelligence artificielle, à des fins d'exploitation, dans les startups, on parle de scaler, donc de manière à pouvoir exploiter une quantité de données qui ne serait pas exploitable par, des êtres humains, ou alors il faudrait que les groupes d'attaquants, recrutent de manière, massive. Donc la massification, ça peut prendre plusieurs formes. La première forme que l'on voit, c'est ce qu'on appelle l'explosion du spear phishing. Le spear phishing, c'est du phishing, donc des mails malveillants qui sont envoyés à des collaborateurs de votre entreprise, potentiellement des collaborateurs qui font partie du management ou du top management de votre entreprise, mais qui sont adaptés au contexte et adaptés au travail du collaborateur concerné. Donc on ne parle pas de phishing bateau, on ne parle pas du phishing qui va dire: «Votre boîte mail a été compromise». On parle du phishing qui va usurper l'identité, des partenaires avec lesquels le collaborateur a l'habitude d'interagir, qui va usurper les manières de parler, des entreprises partenaires, qui va usurper les logos, qui va usurper un grand nombre de choses, de manière à crédibiliser le mail et augmenter, comme vous pouvez l'imaginer, la probabilité que, la victime se fasse avoir. Le spear phishing, historiquement, c'est une typologie d'attaque qui nécessite, comme vous l'imaginez, beaucoup de travail de la part de l'attaquant, parce qu'il y a un travail de renseignement, il y a un travail d'adaptation du contenu de l'email, il y a un travail, d'adaptation même de la manière de parler et comme j'évoquais, des logos potentiellement des partenaires ou des clients. Avec l'intelligence artificielle, les attaquants sont en capacité d'automatiser une très, très grande partie des tâches que j'évoque, de faire du renseignement sur LinkedIn pour obtenir le nom des partenaires, pour obtenir le nom des collaborateurs qui font partie de ces partenaires. La génération d'un email adapté aux couleurs du partenaire, adapté avec le logo du partenaire. Ce sont autant d'actions qui vont être automatisées par l'intelligence artificielle et qui vont donc permettre à l'attaquant, de réaliser ces typologies d'attaques de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Deuxième sujet qu'on voit sur la massification, pardon, c'est l'exploitation qui est désormais automatisée des fuites de données. Ce que l'on voit, c'est que sur le darknet ou sur, certains sites spécialisés, on peut retrouver des fuites de données qui peuvent concerner des collaborateurs de votre entreprise ou, des collaborateurs de vos clients. Les attaquants aujourd'hui, hem, nécessitent, enfin aujourd'hui, c'est pas le cas, mais historiquement, nécessitaient de vérifier la véracité et l'exploitabilité de ces fuites de données et c'est un travail qui, de la même manière, nécessitait, du temps, nécessitait une expertise. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et on en reparlera dans quelques minutes, Agathe aura l'occasion de vous présenter notre philosophie chez Stoic là-dessus. L'intelligence artificielle permet d'exploiter automatiquement ces fuites de données et de vérifier via l'IA si les mots de passe, enfin si le couple mot de passe, identifiant et l'URL, forment une combinaison gagnante, une combinaison qui permet d'accéder à un système d'information. Donc ça, c'est sur la massification. 2e point, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. C'est le fait que les attaquants exploitent également l'intelligence artificielle, non pas pour mener des attaques, mais pour améliorer leurs outils. On identifie maintenant des logiciels malveillants qui sont développés avec l'aide de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle étant un outil qui aide les développeurs, légitimes, j'ai envie de dire, dans le monde du travail, mais au même titre que les développeurs légitimes peuvent exploiter l'intelligence artificielle pour développer leurs outils, bah, les attaquants ont compris que l'intelligence artificielle peut leur permettre d'améliorer, leurs logiciels malveillants, d'améliorer leurs algorithmes de chiffrement. Et donc, on a une diminution du niveau de technicité qui était historiquement nécessaire pour que des gens puissent rentrer dans le monde finalement des cyberattaques. Il y a quelques années, quelqu'un qui voulait développer un logiciel malveillant devait se renseigner, devait se former, devait connaître les bonnes personnes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle finalement diminue le niveau minimum nécessaire pour pouvoir commencer à devenir un attaquant. Et dernier point, c'est ce qu'on appelle la sophistication. C'est l'exploitation de l'intelligence artificielle pour perfectionner, pour crédibiliser des attaques existantes. Ce qu'on voit beaucoup, c'est sur des cas de fraude où l'intelligence artificielle, via du deepfake, via, la parfois la réécriture, des modes de communication de certains, personnes du top management, donc l'intelligence artificielle qui va permettre à des attaquants de comprendre comment parle un PDG sur la base des publications qu'il a pu faire sur LinkedIn, sur la base des publications qu'il a pu faire sur des blogs, ou ce genre de choses, et ben, l'attaquant va pouvoir finalement demander à l'intelligence artificielle d'écrire des messages en reprenant le ton, en reprenant les manies, en reprenant finalement, tout le vocabulaire
d'un PDG d'une entreprise, d'un CFO, d'un CTO et ainsi de suite. Donc on a vraiment 3 axes qui sont exploités aujourd'hui par les attaquants et qui crédibilisent, qui renforcent et qui massifient, les attaques que les attaquants sont capables, de mener. Merci Xavier pour ce retour concret terrain que vous vivez vraiment au quotidien aux côtés de nos assurés quand ils vous appellent en cas de cyberattaque. La question en fait face à ça qu'on s'est posée du coup, c'est comment est-ce que nous chez Stoic, on va pouvoir adapter les outils qu'on propose à nos assurés pour faire face et pour être agile. Alors, on va commencer avec Stoic Protect. Stoic Protect, notamment les outils qui sont inclus dans votre contrat d'assurance, hein. La plupart d'entre vous, vous les connaissez déjà, vous les avez installés et vous les utilisez au quotidien. Cette slide, pareil, sur le déroulé d'une cyberattaque, si vous avez été présent au webinaire passé, vous la connaissez parce qu'elle décrit en fait le déroulé d'une cyberattaque et du coup la logique qu'on a suivie chez Stoic pour construire les outils qu'on met à votre disposition. Je la reprends rapidement. On a une première partie qui est la partie d'intrusion. Concrètement, le hacker, le cyberattaquant, pénètre dans le système informatique de la cible, donc le SI de votre entreprise, en exploitant une vulnérabilité technique que vous n'avez pas résolue ou une vulnérabilité humaine. Le ratio est clair, hein. La plupart du temps, c'est d'abord une vulnérabilité humaine qui est utilisée. Deuxième partie, l'attaquant est dans le système informatique, mais potentiellement, il n'a pas accès aux données sensibles. Donc, en fait, il va essayer d'augmenter ses droits jusqu'à ce qu'il prenne contrôle total du système informatique et des informations les plus sensibles. C'est ce qu'on appelle l'élévation des privilèges et il va effectuer des mouvements latéraux pour élever ses privilèges. Et enfin, une fois qu'il a accès aux données sensibles, impact sur objectif et il va pouvoir crypter, faire fuiter la donnée, etc. Voilà. Face à ce que Xavier vient de dire, la façon dont on a réfléchi chez Stoic, ça a été de travailler sur l'intrusion dans le système informatique, donc la phase numéro 1, et par le canal humain, c'est-à-dire celui qui est vraiment le plus sensible, le plus exploité. Je vais reprendre mon partage d'écran sur Stoic Protect directement, comme d'habitude, pour que ce soit plus parlant. Donc cette console, vous la connaissez toutes et tous. Si jamais vous n'y avez pas encore accès, vous nous envoyez un mail à l'adresse mail protect@stoic.io. Je vous le remets dans le chat pour qu'on puisse vous y donner accès, pour que vous puissiez déployer les outils. Rapidement, en termes de structure, vous avez l'accueil que vous connaissez et ensuite, deux grosses parties. Une partie prévention, donc c'est les outils qui sont inclus dans votre contrat d'assurance et les outils service manager sur lesquels on reviendra à la fin de la présentation. Ici, on va parler des outils prévention que je vous présentais dans le déroulé de la cyberattaque. Et le scan externe va nous donner des informations sur les vulnérabilités techniques, mais également sur les vulnérabilités humaines. Ce scan externe, c'est un scan qui tourne sur votre système informatique automatiquement et qui va analyser ce qui est visible de l'extérieur et ce qui vous appartient. Il va fonctionner en 3 temps. On va d'abord recenser les points d'entrée. Donc, autrement dit, si vous avez par exemple une maison, on va lister toutes les portes et fenêtres et on va chercher des points d'entrée parfois un peu plus cachés, un garage, une porte de service. D'un point de vue plus technique, on va détecter en fait tous les services exposés sur Internet, mais pas que. On va détecter les services et leurs versions. Dans un deuxième temps, ce scan, il va recenser les faiblesses connues sur ces points d'entrée. Par exemple, une fois qu'on a vu une porte sur la maison, on va se dire, tiens, quelle est la serrure sur cette porte? Est-ce que cette serrure, elle est connue pour être de bonne ou mauvaise qualité, défectueuse ou non? Techniquement, d'un point de vue cyber, on va regarder si jamais la version des services trouvés coïncide avec des vulnérabilités qui sont déjà connues. Et là où le scan externe de Stoic va aller un peu plus loin, contrairement à des scans, on va dire, classiques sur le marché, notamment le marché de l'assurance, c'est que nous, on va regarder si jamais ces faiblesses connues sont pertinentes ou non. Donc, par exemple, si jamais j'ai votre maison, je sais qu'il y a une porte avec une serrure qui est connue, dont le modèle est connu pour n'être pas très qualitatif, défectueux, on va tester si effectivement c'est défectueux ou non. Et techniquement, en fait, on va vérifier que ces vulnérabilités sont exploitables avant de les faire remonter dans votre espace Stoic Protect. Voilà. Donc, ce scan, vous y avez tous accès. Il va tourner sur vos noms de domaines principaux et sous-domaines, dont la liste est là. Et si vous avez besoin de les compléter la cartographie qui est scannée, vous pouvez ajouter des noms de domaines, notamment des IP.
Ces IP, on vous incite notamment à renseigner celles publiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, le scan va partir du nom de domaine principal, résoudre les DNS pour récupérer les IP derrière. Sauf que quand il y a des IP qui ne sont pas liés à des noms de domaine, souvent les IP publics, on ne va pas pouvoir les scanner et pour autant, c'est elles les premières portes d'entrée du système informatique de nos assurés. Voilà. Ce scan, il va faire remonter un certain nombre de vulnérabilités qui vont être classées de critiques à faibles. Donc là, vous en avez un certain nombre d'exemples. Et je vais revenir sur une en particulier, en fait, qui s'appelle Valid User Credential Found in Data Leak. Si je reviens sur ma présentation, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur ces vulnérabilités. Hop là, je passe à la slide après, de fuite de données. Et comment est-ce que l'IA chez Stoic va nous aider? Donc concrètement, pour résoudre ces vulnérabilités qu'on appelle Valid User Credential Found in Data Leak, Stoic va accéder à des bases de fuite de données. Donc un accès éthique, hein, selon la source, ça va être Combolist ou StealerLog. Donc on utilise des solutions comme Hudson Rock ou Flare. Et on va récupérer un certain nombre d'informations. Donc la plupart du temps, un email et un mot de passe, parfois couplés à un URL très précis. Deuxième étape, Stoic, grâce à l'IA, va pouvoir de manière massive tester ces informations sur les outils les plus utilisés par nos assurés, donc à savoir O365, Fortinet notamment utilisé pour la partie VPN et souvent mal patché, et évidemment les URL qui auraient été remontées dans la base de données des fuites de données. Après cette deuxième étape, la vulnérabilité est donc confirmée. On vous l'affiche sur Stoic Protect avec le nom Valid User Credential Found in Data Leak. Enfin, comme cette vulnérabilité est considérée vraiment comme une porte d'entrée béante, si vous voulez, dans votre système informatique, le SOC de Stoic, donc le SOC, c'est vraiment l'équipe en interne chez Stoic qui est en charge de réduire les vulnérabilités et d'accompagner les assurés dans la résolution de ces vulnérabilités, va vous envoyer un mail pour vous inciter fortement à résoudre cette vulnérabilité rapidement. Concrètement, ça va être notamment changer les identifiants. Voilà, tout simplement. Cette fuite de données, c'est vraiment une nouveauté sur l'espace Stoic Protect. On a pu la développer grâce à l'utilisation de l'IA et elle nous permet d'agir avant qu'un attaquant exploite cette fuite de données. Et elle fait écho à ce que je vous évoquais il y a quelques minutes de cela. Je vous évoquais le fait que les attaquants ont massifié l'exploitation des fuites de données. Et ben, on essaye de jouer finalement sur le même terrain de jeu que les attaquants, d'être plus rapide qu'eux et de vous informer. Si nous trouvons un couple identifiant mot de passe valide sur une URL correspondant donc à un de vos collaborateurs aujourd'hui, bah, il est fort à parier que soit un attaquant l'a déjà découvert ou soit un attaquant va bientôt le découvrir. Donc on est vraiment sur un jeu du chat et de la souris et notre objectif, c'est d'être plus rapide que l'attaquant pour que vous ayez la possibilité de patcher ce mot de passe qui a fuité avant que l'attaquant ne l'exploite. Merci Xavier pour ces précisions. Je reviens donc sur l'espace Stoic Protect. Donc cette vulnérabilité, maintenant vous comprenez comment est-ce qu'elle a été construite par Stoic et comment l'IA nous a permis de gérer de manière massive ces fuites de données. J'attaque le deuxième outil qui va également travailler sur l'intrusion par vecteur humain dans vos systèmes informatiques, l'outil de phishing. Hein. Vous le connaissez bien, la plupart d'entre vous l'ont installé, c'est celui qui est le plus plébiscité, celui aussi sur lequel on a eu le plus de remontées concernant des améliorations suggérées et qu'on va prendre en compte dans le prochain trimestre. Cet outil de phishing, il va vous permettre de tester vos collaborateurs en leur envoyant des faux mails avec les modèles suivants, par exemple Google, Microsoft, en disant « Bonjour, le mot de passe de votre compte doit être modifié ». Ça, c'est un des modèles possibles pour le scénario Google. Et en fait, on va créer de l'urgence auprès du collaborateur pour l'inciter à soumettre ses identifiants. Donc, l'objectif, c'est vraiment de voir comment, en situation d'urgence ou en tentative d'ingénierie sociale, vos collaborateurs réagissent, parce que c'est vraiment là qu'on a le plus haut taux d'échec. Cet outil, il est paramétrable si vous ne l'avez pas encore fait avec un tenant Google ou Microsoft. Et si vous avez d'autres solutions, soit en local, soit par exemple OVH, qu'on ne voit pas régulièrement, vous pouvez faire une synchronisation manuelle de vos collaborateurs pour l'outil. Voilà. L'objectif, comme c'est vraiment de se focaliser sur l'utilisation de l'IA dans Stoic Protect, je ne vais pas y passer trop de temps là.
mais dans les paramètres, vous avez également la possibilité de paramétrer la fréquence, paramétrer un outil anti-spam. Tout ça, c'est évidemment à votre main. La question sur l'outil de phishing, c'est comment, toujours dans cette logique de massification, Stoic travaille. Les hackers aujourd'hui utilisent l'IA dans le domaine du phishing, notamment pour massifier leurs campagnes et générer des templates à tout va. Et c'est exactement ce qu'on va faire chez Stoic pour en fait coller au comportement des hackers. Donc en fait, chez Stoic, avec l'IA, on va générer des modèles énormément. Donc par exemple, il y a le scénario Google, qui est un type de scénario, mais au sein du scénario Google, on va pouvoir avoir 50, 100 modèles différents qui vont nous être proposés par l'IA. On va copier le modus operandi de l'attaquant. Ces modèles, on va les tester et on va conserver uniquement les plus accidentogènes. Et enfin, on va les publier. Donc l'objectif ici, dans l'utilisation de l'IA dans notre outil de phishing, c'est vraiment de copier le comportement d'un attaquant et d'agir de façon massive dans la génération d'emails qui vont être envoyés à peu près tous les collaborateurs d'une entreprise. Cette partie phishing, voilà, c'est la façon dont on va travailler dessus. J'attaque maintenant sur les 2 derniers outils, sur lesquels nous n'avons pas encore intégré d'IA chez Stoic, hein. Je vais être très humble dessus et très honnête. Pour autant, ce sont des outils vraiment puissants et importants à déployer si jamais ils concernent votre infrastructure. Donc à savoir des scans internes qui sont le scan d'Active Directory et le scan de cloud. Ces 2 outils, scan interne d'Active Directory et de cloud, vont venir travailler sur la phase 2 de la cyberattaque que je vous ai présentée, c'est-à-dire l'élévation des privilèges, le mouvement latéral d'un système informatique. Pour l'Active Directory, c'est très simple, vous allez pouvoir télécharger un script et l'exécuter via une commande PowerShell sur votre contrôleur de domaine. Des résultats vont être disponibles et vont vous permettre de travailler sur des configurations, des mauvaises configurations, des configurations faibles de votre Active Directory pour le rendre plus robuste. On va vous présenter ces résultats sous forme d'abord de chantier cyber. On va vous dire, voilà, vous pouvez commencer à travailler sur les contrôles d'accès, ensuite les authentifications, etc. En cliquant sur chacune des mauvaises configurations, vous avez accès à un certain nombre d'informations pour vous aider à les résoudre. Encore une fois, hein, si ces informations ne sont pas suffisantes, nos équipes techniques sont disponibles pour vous aider. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un alignement des intérêts. C'est-à-dire que si vous augmentez votre niveau de sécurité, nous, en tant qu'assureurs, on est directement intéressés à la réussite de ce projet. Voilà, parce que le taux de sinistralité sera également plus faible. On a vraiment un intérêt commun là-dessus. Ce scan d'Active Directory, aujourd'hui, pour préciser, il n'est pas automatique et il doit être remis à jour manuellement. Donc, le script doit être réexécuté si vous souhaitez une actualisation des résultats. Enfin, sur la partie Service Cloud, qui est aujourd'hui disponible pour Azure, AWS et GCP, vous allez pouvoir tester la configuration de vos services cloud. Donc, je précise ici, hein, on parle vraiment de serveurs que vous pourriez paramétrer dans le cloud et non de SaaS de type OneDrive ou SharePoint. Voilà. C'est vraiment le paramétrage de serveurs cloud que vous possédez. Ce scan de cloud, à l'inverse, est mis à jour toutes les 24 heures. Donc, les résultats sont pour le coup assez actualisés. Vous pouvez cliquer dessus et de la même manière, à chaque fois, vous avez des informations de remédiation. Pour finir sur cette partie prévention, outil Stoic Protect, qui n'est pas un nouvel pour la plupart d'entre vous, je voudrais juste revenir sur la façon dont on va attendre de vous la résolution des vulnérabilités. Évidemment, s'il y a une vulnérabilité, elle ne va pas impacter directement votre contrat d'assurance, parce que dans tous les cas, vous êtes couvert. En revanche, il y a 2 choses. La première, c'est que notre équipe CERT et SOC vont vous notifier proactivement en cas de vulnérabilité critique. C'est-à-dire que vous avez accès à cette plateforme en autonomie, vous pouvez connecter tous les jours, toutes les semaines pour regarder les nouvelles vulnérabilités. S'il y a une vulnérabilité critique ou élevée de type fuite de données avérée, on va vous envoyer un mail et on va attendre de vous que cette vulnérabilité soit rapidement résolue. On va envoyer à qui ce mail? On va envoyer ça aux contacts utilisateurs qui seront renseignés dans la partie paramètres. C'est pour ça que c'est important de nous indiquer qui est en droit de gérer les vulnérabilités et qui on doit contacter. Voilà, donc prenez bien du temps pour paramétrer cette partie-là. Et enfin, dans la partie
notification. Ce que fait le SOC aussi, c'est qu'en cas de vulnérabilité nouvelle sur le marché qui n'aurait pas été patchée, de faille zero day, comme on appelle, on est capable de faire un mailing général à l'ensemble des assurés, ce qu'on peut faire notamment quand il y a des patchs Fortinet qui viennent d'être sortis et qui ne sont pas encore gérés par l'ensemble des assurés. C'est très important. Si je prends une analogie, c'est comme si vous aviez une assurance météo et que votre assurance météo vous envoie un SMS en vous disant « Attention, grêle aujourd'hui, rentrez la voiture dans le garage ». Évidemment que l'assurance météo veut que vous rentriez la voiture dans le garage pour pas que vous ayez votre pare-brise qui explose. Sinon, c'est elle qui va payer. Ben, nous, on fait la même chose. On vous envoie un mail en disant « Attention, faille connue là-dessus, résolvez-la le plus vite possible ». Voilà, donc, c'est vraiment la dynamique dans laquelle on va s'inscrire pour résoudre les vulnérabilités sur Stoic Protect. Je vois qu'il y a des questions sur la compatibilité entre l'EDR et le script d'AD. Je vous propose d'envoyer ça par mail. On traitera les cas particuliers avec vous directement. Si on se reconcentre donc sur la partie Stoic Protect, la conclusion, c'est que contre la massification des cyberattaques par l'IA, c'est ce que Xavier vous présentait, il faut vraiment déployer les outils et corriger les vulnérabilités. Attaquons la deuxième partie de cette présentation et notamment comment est-ce que Stoic va proposer des services supplémentaires beaucoup plus puissants de détection pour anticiper cette montée en puissance de l'IA dans les cyberattaques. Encore une fois, on va partir de ce que nous, on sait, de ce qu'on connaît en fait de notre expérience tout simplement, c'est-à-dire des chiffres clés sur les cyberattaques gérées par Stoic. Aujourd'hui, 53% des cyberattaques qu'on a gérées en 2024 sont liées à un email frauduleux, une boîte mail compromise. Donc, c'est plus de la moitié. De l'autre côté, on va avoir 48% du coût de ces cyberattaques qu'il y a un rançon logiciel. Qu'est-ce qu'on voit sur cette slide? C'est qu'on a deux grosses dominantes qui nous causent du souci aujourd'hui en tant qu'assureur cyber, mais donc directement aussi à vous en tant qu'entreprise assurée, tissu économique. C'est les emails frauduleux, les boîtes mail compromises d'une part, et les rançons logiciels qui vont venir crypter votre système informatique. C'est sur ces deux axes que Stoic a décidé de travailler. Et donc, on est parti de cette approche 360 que je vous présentais au début et que vous connaissez, qui est prévention, détection, indemnisation, assistance. Et on a insisté sur cette partie détection, là, qu'on a mis en violet, pour la renforcer. Et en plus de la solution Stoic MDR que vous connaissez déjà, créer un nouvel outil au courant de l'été passé, disponible depuis septembre, qui s'appelle Stoic Email Sécurité. Voilà, donc on va prendre le temps de le présenter et je laisse la parole à Xavier, qui est un peu l'architecte de ces solutions, pour nous en parler. Un grand merci, Agathe. Ce que je vous propose, c'est de rappeler aujourd'hui ce qu'est un EDR. Je pense que c'est une thématique que nombreuses parmi vous doivent déjà connaître, mais en quelques mots. Un EDR, donc ça signifie Endpoint Detection and Response. C'est une technologie, donc c'est un logiciel qui va être installé sur un poste de travail ou un serveur et qui va surveiller tout ce qui peut se produire, qui va surveiller tout comportement qui pourrait être malveillant, et qui aurait lieu sur un poste de travail. En 2 mots sur les fonctionnalités qu'un EDR va pouvoir proposer, il va collecter, tous les événements qui se produisent. Il va faire une analyse de ces événements, une analyse de ce qu'on appelle les journaux et dès lors qu'il identifie un comportement qui est malveillant ou suspect, il va déclencher une alerte. Hem, J'expliquerai dans 2 minutes quelle est la différence avec un antivirus parce qu'il arrive parfois, que les gens fassent un amalgame entre les 2. Mais en 2 mots, aujourd'hui, l'autre avantage de l'EDR, c'est qu'on peut coupler à un EDR une intelligence artificielle qui va pouvoir enrichir ses alertes avec des informations complémentaires. Donc l'EDR, finalement, ce n'est plus juste un logiciel sur une machine qui travaille seul, c'est un logiciel sur une machine qui va remonter des alertes à une console et cette console va utiliser les intelligences artificielles pour aller chercher de l'information sur le nom du processus malveillant qui a été détecté, qui va, envoyer, potentiellement, une requête pour obtenir des informations sur l'adresse IP qui a été, contactée. Qui va pouvoir finalement via l'IA aller chercher plein d'informations sur des sources diverses et variées et établir conclusion, une qualification de l'alerte, de manière automatisée. Donc cette préqualification, l'intérêt, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide, elle nécessite moins de temps humain, elle diminue le risque d'avoir un faux positif ou le risque d'avoir tout simplement une erreur,
qui serait humaine, et elle permet d'avoir des délais qui sont réduits. Donc finalement, on détecte des actions malveillantes encore plus rapidement que ce qu'on aurait pu faire précédemment, et on diminue la probabilité finalement, de lever une alerte quand il n'est pas nécessaire ou de ne pas lever une alerte quand il serait nécessaire, même si ce sont des choses qui n'arrivent quasiment jamais. En 2 mots juste sur la différence entre un EDR et un antivirus. Un antivirus, ça détecte, comme son nom l'indique, les virus, ça détecte les logiciels malveillants. Un EDR, si vous avez écouté ce que je dis il y a quelques minutes, ça détecte des comportements malveillants. La grosse différence entre un antivirus et un EDR, c'est qu'un attaquant qui est présent sur une machine qui a un comportement malveillant, mais qui ne dépose pas de logiciel malveillant, ne sera pas détecté par un antivirus. C'est pour ça qu'on a beaucoup aujourd'hui de crises majeures, notamment de crises ransomware, où les attaquants ont pu chiffrer l'ensemble du système d'information sans jamais être bloqués par un antivirus. A contrario, l'EDR, vu que lui, il a une approche bref, il a une approche basée sur le comportement des attaquants. Lui, il va être capable de détecter l'action malveillante et de la bloquer et d'empêcher ainsi la réalisation du chiffrement du système d'information. Et dernier petit élément qu'il me semble utile de rappeler, les EDR packagent dans leur sein, en tout cas pour la grande majorité, un moteur antiviral, ce qui signifie qu'avoir un EDR, c'est avoir un EDR et avoir un antivirus. Ça couvre les 2 capacités, que l'on pourrait souhaiter avoir au sein d'un système d'information. Et on a parlé de MDR. Quelle est la différence entre un EDR et un MDR? Là, comme vous l'aurez compris, l'acronyme EDR, c'est un outil qui est installé sur les postes de travail et les serveurs, c'est une technologie. L'acronyme MDR, lui, c'est un service. C'est la combinaison entre l'outil qui est installé et la supervision par une équipe en 24/7. Si vous avez une alarme anti-intrusion chez vous, mais qu'elle n'est pas connectée à une centrale et que vous habitez au milieu de la campagne, si vous vous faites cambrioler quand vous n'êtes pas chez vous, l'alarme va sonner, mais personne ne va l'entendre, personne ne va appeler la police et finalement les cambrioleurs vont voler vos affaires avec un peu de bruit en fond. C'est la même logique avec un EDR. Avoir un outil, c'est bien. Avoir un outil qui est supporté par une équipe, qui surveille en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va permettre de garantir le bon traitement des alertes qui, bien souvent, apparaissent la nuit, le week-end ou les jours fériés. Donc MDR, c'est un service, EDR, c'est un outil et l'équipe qui est en charge de la surveillance des EDR et qui produit ce service MDR, c'est ce qu'on appelle un SOC pour Security Operations Center. Donc voilà, devenir client, du Stoic NDR, c'est faire avoir la possibilité, d'avoir un traitement des alertes en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'avoir une personnalisation des règles de détection, sans avoir à internaliser, des profils qui sont, pour être transparent avec vous, difficiles à acquérir, et qui bien souvent ne sont pas nécessaires pour des entreprises de petite et de moyenne taille, voire de taille plus conséquente. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, ça a l'air parfait. Il y a eu quelques questions auxquelles j'ai répondu. Ouais, je vois que tu as déjà répondu, c'est pour ça que je ne m'arrête pas dessus. Ouais, je vois notamment la question sur la partie: est-ce qu'on peut se passer d'un EPP type antivirus, avec, l'EDR? J'ai répondu, hein, avec une première dimension que, heu, l'objectif, c'est de le remplacer. L'EDR est 100 fois plus puissant, mais de par sa nature même, en fait. C'est pas juste c'est mieux, c'est juste que c'est différent et qu'il y a, 15 ans, toutes les entreprises, s'équipaient d'antivirus. D'ailleurs, c'est un prérequis à l'assurance chez Stoic, hein, donc c'est dire que c'est la base de la base, comme les sauvegardes immuables et déconnectées. Aujourd'hui et demain, dans 5 ans, on imagine que l'antivirus est complètement dépassé par la situation et que ça sera l'EDR qui va le remplacer. Pourquoi? Parce que Complètement. l'antivirus va scanner, va analyser une signature de virus, mais en fait, aujourd'hui, on peut générer des virus, si vous voulez, à la minute. Donc et votre antivirus ne peut pas se mettre à jour à la minute parce qu'il ne peut pas connaître tout ce qui se passe. Alors que l'EDR va vraiment regarder le comportement dans le système informatique, donc c'est 100 fois plus puissant. Tout à fait et comme je l'ai évoqué il y a quelques minutes, l'EDR va aussi intégrer un moteur antiviral. On c'est pas tant, un remplacement pur, c'est presque un add-on. Donc l'EDR va venir rajouter par-dessus son moteur antiviral et ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que la grande majorité des alertes qui sont remontées ne sont pas remontées par le moteur antiviral, parce que les attaquants n'essayent plus de compromettre les systèmes d'information via des virus. Mais c'est bien cette analyse comportementale qui vient se rajouter, qui est l'atout principal des EDR. Et je prends une dernière question au vol, après on avance, mais Ouais. est-ce que les antivirus sont obligatoires pour être assurés, sur les postes Windows? Oui, pas sur les Mac. Voilà. Mais après si vous prenez le MDR Stoic et vous me faites une très bonne transition avec la
prochaine slide. Si vous avez le MDR Stoic, ce n'est pas nécessaire. Et donc, pour ça, je vous envoie le prochain sondage. Si vous êtes déjà client MDR de Stoic, ne répondez pas, mais est-ce que vous êtes intéressé par une présentation ou même une comparaison en fait de ce que vous avez actuellement, c'est aussi ça qui peut être intéressant. On a des clients qui ont déjà des antivirus, mais en fait, ça n'a quand même rien à voir par rapport à un EDR. Des clients qui ont des solutions type EZ, WithSecure, mais c'est pas vraiment la même chose, d'autant plus que le management n'est pas supervisé en 24/7 parfois, la performance est quand même moindre. Donc voilà, ça vaut toujours le coup de comparer par rapport à ce qui se fait. Et pour refaire le pont par rapport à tout ce que Xavier avait dit au début, sur le constat des cyberattaques et de l'IA, Stoic MDR, voilà, ça va vraiment travailler sur l'auto-adaptation des virus par rapport à l'IA, le fait qu'on puisse créer des ransomware de manière beaucoup plus simple, sans vraiment de compétences, et que si vous voulez, un antivirus ne peut rien faire contre un ransomware. Ça va vraiment pas être puissant. Voilà. Le sondage que je vous envoie là, est-ce que vous êtes intéressé? C'est évidemment non engageant, mais je pense qu'aujourd'hui, ne pas s'intéresser à la notion d'EDR, c'est passer à côté de l'évolution de ce secteur. Voilà. On va prendre encore 3 minutes pour laisser 3 minutes, non, 30 secondes pour laisser tout le monde répondre. Je crois qu'il y a encore des votes qui sont envoyés. Parfait. Écoutez, il nous reste 20 minutes pour discuter de la nouvelle offre que Stoic a créée pendant l'été. Donc, c'est vraiment à l'inverse de l'EDR où on va revendre, si vous voulez, des solutions CrowdStrike et SentinelOne qui sont aujourd'hui les plus puissantes sur le marché, mais dont la valeur ajoutée Stoic va être de faire le management. Et entre guillemets, qui mieux que l'assureur pour gérer vos propres alertes, parce que c'est quand même nous qui allons être les premiers à payer si jamais votre système informatique saute, si j'ose dire. Là, on a développé une solution en interne et donc je vais laisser Xavier la présenter parce qu'il a beaucoup travaillé dessus. Un grand merci, Agathe. Parlons donc d'email security. Vous l'avez compris, on l'a évoqué tout à l'heure, l'enjeu de la fraude, c'est un enjeu qui augmente. On voit une augmentation constante sur les dernières années, avec des cas de fraude qui, d'un côté, sont de plus en plus fréquents, parce que ce sont des typologies d'attaques qui nécessitent une très faible technicité. Envoyer un mail en se faisant passer pour une entreprise tierce, c'est pas quelque chose qui nécessite de très nombreuses années d'études. Et ce sont des typologies d'attaques qui peuvent avoir un rendement, j'ai envie de dire un ROI extrêmement élevé. Pour tout vous dire, on a déjà vu des cas de fraude avec des attaquants qui volent plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc face à ce constat, on en arrive à la conclusion qu'il est nécessaire, ah, que moi qui n'entends pas Xavier. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Tu m'entends Agathe de ton côté? Je t'entends très bien, je pense qu'il y a OK. quelques sujets peut-être chez certaines personnes, mais Eh ben, je continue, pardon. et juste Et donc on a ouais, juste la présentation sera disponible après, on pourra vous la partager, donc le replay, aucun souci pour ceux qui n'entendent pas tout. Et donc face à ce constat, on a eu la volonté de développer, un outil dédié qui vise à traiter spécifiquement le risque de fraude. Les 2 enjeux que l'on veut détecter, les 2 typologies finalement d'actions malveillantes que l'on veut détecter, c'est d'un côté ce qu'on appelle les demandes de virements frauduleuses. Un attaquant qui va envoyer un mail, au service RH de l'entreprise en se faisant passer pour un collaborateur et en indiquant, «J'ai, changé mon, RIB, merci d'envoyer les prochains, salaires sur mon nouveau RIB». C'est une demande de virement frauduleuse et c'est quelque chose qui devrait pouvoir être détecté. Le deuxième sujet que l'on veut détecter, c'est plus largement la compromission des boîtes mail. Ce qu'on a identifié, c'est que dans un grand nombre de fraudes, cas de fraude, l'attaquant a réussi à un moment ou à un autre à compromettre la boîte mail soit d'un partenaire, soit d'un collaborateur de l'entreprise, et finalement à utiliser cette compromission pour se nourrir des informations de l'entreprise. Qui est le dirigeant? Qui est responsable de la paye? Quels sont les noms des partenaires? Pour copier finalement les échanges qui ont eu lieu, pour pouvoir les réinsérer peut-être dans une nouvelle boucle de mail et crédibiliser son propos. Donc Email Security, il a 2 objectifs: détecter une demande de virement, qui serait malveillante d'un côté, et d'un autre côté, détecter toute compromission
d'une boîte mail. Ah, je sais pas pourquoi. Ah si, voilà, next. Donc email security, il a plusieurs intérêts. Le premier, c'est de faire une détection en continu. Il permet, pour les clients qui souhaitent en faire l'acquisition, d'analyser en permanence l'ensemble des mails entrants et des mails sortants, et dès lors qu'un mail est considéré comme suspect ou comme potentiellement malveillant, j'aurai l'occasion de l'expliquer dans quelques minutes, une alerte est remontée auprès de l'équipe SOC, qu'on vous a présentée il y a quelques minutes de cela, qui va faire une analyse plus poussée et qui va confirmer ou qui va infirmer le caractère malveillant du mail. Le filtrage et la détection de ce module, il est propulsé par une intelligence artificielle qui va s'appuyer sur des modèles de machine learning, sur d'une analyse de sentiments pour permettre de détecter le plus rapidement possible, toujours avec un enjeu de massification, mais aussi de vitesse, parce que plus vite on traite l'alerte, moins elle aura d'impact, pour pouvoir le plus rapidement possible vous dire: «Attention, vous avez reçu un mail, qui contient un sentiment d'urgence», quelque chose que les attaquants exploitent souvent en vous disant: «Vous devez faire le virement absolument dans les, 12 prochaines heures ou dans les 24 prochaines heures, provenant d'une adresse mail qui semble être suspecte, nous vous invitons à la plus grande prudence». Le déploiement, il est simplifié, le plus simplifié possible, il est rapide. Il y a une autorisation de connexion sur les environnements, Microsoft 365 aujourd'hui, hem, qui permet à l'outil d'aller scanner les mails sans nécessité d'installer des outils au sein du système d'information, sans nécessité de télécharger quoi que ce soit. C'est vraiment, on vous envoie un lien, vous nous donnez des autorisations et nous avons la possibilité de surveiller l'ensemble des mails entrants et sortants. Dernier point, et vous l'aurez compris, le SOC, il travaille en 24/7, ce qui signifie que si vous recevez un mail à 1 heure du matin, si vous recevez un mail le nouvel an, le soir de Noël, il sera pris en charge et il sera traité pour savoir s'il est effectivement malveillant en 24/7. Je l'évoquais il y a quelques instants, notre module aujourd'hui, il s'intègre avec Microsoft 365, c'est pour ça que je l'ai évoqué en 1er lieu, et il aura la capacité dans quelques semaines, quelques mois, on parle d'octobre 2025 pour l'instant, de pouvoir également s'intégrer avec Google Workspace. Pourquoi ces 2 fournisseurs? Parce que tout simplement, ce sont les 2 fournisseurs qui, à eux 2, représentent l'écrasante majorité, des boîtes mail accessibles aujourd'hui dans le cloud. Donc en couvrant finalement ces 2 technologies, on devrait pouvoir couvrir le besoin de la grande majorité de vos clients ou, vos propres besoins. Merci Xavier. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Comme il nous reste du temps, hein, et c'est bien parce que c'est un nouvel outil, donc c'est pas simple de le présenter pour nous, mais peut-être aussi de le comprendre pour vous. Donc on va vraiment prendre tout ce temps-là pour répondre à vos questions. En attendant, je vous envoie un dernier sondage sur cet outil-là. Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous souhaitez de la même manière avoir une présentation? Évidemment, hein, si vous mettez oui pour email security et pour MDR, on fera ça de manière efficace, on vous présentera les deux en même temps. Mais voilà, ça peut être aussi un premier pas contre la fraude qui aujourd'hui, nous, chez Stoic, nous coûte très cher. Et quand je dis nous coûte très cher, en fait, c'est fait mal à nos assurés. On a eu quelques récents cas de fraude un peu compliqués. Xavier, peut-être que je te laisse prendre des questions, Ouais, je vois notamment sur euh, quel fournisseur est-ce qu'on utilise, l'usage de l'IA, ce genre de choses. alors, quel fournisseur on utilise? Excuse-moi, je cherche la question exactement parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de questions. Heu, Sinon, ta prenons-les dans l'ordre, hein, peut-être que ce sera plus simple. Et ben, je vais prendre alors, est-ce que tu es dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat? Parce qu'il y a des questions des 2 côtés. Je suis dans Donc je vais l'onglet commencer. chat parce OK. que c'est là que je vois que ça s'affole le plus. Ah OK, et ben, je commence par l'onglet chat. Ça ne gère pas les spams, tu as déjà remplacé. Quel usage de l'IA en entreprise faut bien proscrire? Alors ça, je pense qu'on aura peut-être le courrier, mais à la toute fin. Comment se passe le déploiement quand le domaine est sur OVH et non sur quand vous parlez du domaine, vous voulez dire de la gestion des mails sur OVH? Si vous parlez d'une gestion des mails aujourd'hui, sur OVH, malheureusement, on ne le supporte pas, et pour être transparent avec vous, on ne le supportera pas à court terme, tout simplement parce qu'OVH ne propose pas, les mêmes API que ses concurrents américains et ne nous permet pas donc de, filtrer les mails, potentiellement malveillants.
c'est peut-être quelque chose qui sera intégré à terme. Malheureusement, ça ne fait pas partie de nos projets à court terme. Vous entraînez votre modèle de ML avec quelles données? Aujourd'hui, c'est vraiment sur, les données que nous avons pu, heu, identifier sur nos propres mails, et aussi effectivement, cibles de différentes attaques par fraude, et sur nos clients qui nous autorisent, lorsqu'on traite des cas de fraude, on peut être amené à leur demander si on peut, utiliser les données qui ont été, notamment les mails malveillants qu'ils ont reçus dans le cadre des attaques, et les clients qui l'acceptent peuvent permettre également, de nourrir nos algorithmes. On a une De très manière plus gé Ouais, Oui, vas-y. pardon? Fini, Xavier, pardon. Non, mais c'était ce que j'allais dire. OK. Je vois qu'on a une très bonne question et c'est une question qu'on a régulièrement. Est-ce qu'on peut protéger juste une partie des emails? C'est très intéressant parce que ça fait appel à la enfin, comment est-ce qu'on fonctionne en fait une fraude par mail? Donc peut-être Xavier, je te laisse prendre cette question. Aujourd'hui, non, pour une raison très simple. La force de l'outil, c'est qu'on a, on a plus de 70 critères, qui nous permettent d'identifier si un mail est malveillant ou pas, et ces critères vont se baser sur un apprentissage des usages et des habitudes des différents collaborateurs de l'entreprise. Donc pour arriver à nourrir, l'algorithme, pour que l'algorithme puisse détecter efficacement, typiquement, est-ce que, les collaborateurs ont l'habitude de communiquer avec tel ou tel domaine au sein de l'entreprise? On a besoin d'avoir la vision sur l'ensemble, des boîtes mail de l'entreprise. Donc on a fait ce choix aujourd'hui de dire que on ne souhaite pas couvrir qu'une petite partie, hem, des boîtes mail, parce qu'on considère que notre outil ne peut avoir qu'une vraie valeur ajoutée et ne peut être qu'efficace dans sa protection s'il a la vision sur l'ensemble des habitudes de l'entreprise. Hem, ouais, je te laisse, Agathe, je lis Ouais, les questions il y en a il y a parallèle. beaucoup il y a beaucoup de questions sur, des comparaisons avec des outils qu'on connaît bien sur le marché, hein, et enfin, on les connaît, Mail in Black, Barracuda, et cetera. Encore une fois, l'outil ne fait pas anti-spam. Voilà, c'est une différence de nature. Nous, on va agir là où on va avoir le plus de pertes financières en tant qu'assureur, c'est-à-dire la fraude. Donc c'est là vraiment où on va travailler. Donc cet outil est compatible avec d'autres outils. Je vois qu'il y a et c'est peut-être une slide que je vais partager, plus précisément sur, l'IA qui est sous-jacente à ça. Alors, hop, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je pense, Xavier, si tu Ouais. peux, faire quelques mots là-dessus parce qu'on ne l'avait pas mis dans la présentation, on avait peur d'être un peu juste en termes de temps, mais comme, c'est un Ouais. sujet important, prenons le moment. Donc l'intelligence artificielle qui est utilisée pour analyser les emails, c'est une intelligence artificielle open source, d'un fournisseur européen et même français, Mistral, qui est, exploitée sur nos propres infrastructures. Donc on ne fait pas appel à des intelligences artificielles qui seraient en ligne, si je voulais simplifier. On ne va pas envoyer des requêtes auprès de Gemini, on ne va pas envoyer des requêtes auprès de ChatGPT. Donc l'analyse des mails est contenue au sein de notre infrastructure. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur la sécurité et la confidentialité des données. L'enjeu principal de cette approche, c'est de se dire, on contient finalement les données auxquelles on va avoir accès à notre propre infrastructure. On ne va d'ailleurs pas stocker les mails, je me permets aussi de le préciser, on ne stocke pas les mails que l'on analyse. On analyse les mails, on leur associe un score de risque, et ils sont ensuite supprimés de la mémoire de l'outil. Les seuls mails qui peuvent être stockés, c'est les mails qui ont été détectés comme étant malveillants. Si après analyse par le SOC, on se rend compte que le mail n'était pas malveillant, le mail est alors supprimé. Si il s'avère qu'il est malveillant, dans ce cas-là, il est conservé. Donc finalement, les seuls mails que l'on peut conserver, issus des échanges que vous pouvez avoir ou que vos clients peuvent avoir, ce sont les mails que vous allez recevoir de la part d'attaquants. Donc entre guillemets, l'enjeu de confidentialité de ces mails-là, il est faible, pour ne pas dire il est nul. L'objectif de cette intelligence artificielle, de ce LLM, c'est, de faire l'analyse du contenu du mail, de faire l'analyse des pièces jointes, de faire l'analyse de sentiments que je vous évoquais. Hem Et comme je l'évoquais tout à l'heure, le LLM ne travaille pas seul. Une fois que le LLM a identifié ou a calculé un score de risque, l'alerte est examinée dans un second temps par un analyste humain qui va confirmer ou infirmer le caractère malveillant de l'email. Heu Merci Xavier. Ouais, c'est bon ou pas Xavier? Non, j'avais parlé des fournisseurs techniques, mais je pense que les Vas-y, questions vas-y. tournaient plutôt sur la partie gauche, donc je pense qu'on peut plutôt prendre les questions OK. restantes. Il y a pas mal de questions, sur encore la comparaison des outils et c'est normal parce qu'on se dit, est-ce que c'est utile de payer pour un outil plus un autre? Comment est-ce que je suis sûre qu'il n'y a pas, si vous voulez, de juxtaposition entre les outils que j'utilise? Il y a un élément que j'aimerais bien préciser dans ce que Xavier a dit.
c'est la partie supervision par le SOC, Stoic, de cet outil. Pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, acheter un software, c'est bien, heu, avoir de l'IA derrière, c'est très bien et d'ailleurs, nous, on le promeut aujourd'hui, hein, donc vraiment, on est fervents partisans et on pense que ça va être, c'est crucial. En revanche, si vous voulez couper à une supervision humaine en dernier ressort, hem, on n'est pas à l'aise avec ça, et c'est la raison pour laquelle, on pense que notre outil est vraiment intéressant pour vous, très performant et va pouvoir, réduire l'autosinistralité. C'est parce qu'on a une équipe d'ingénieurs cyber qui va, en dernier ressort, analyser, les alertes qui auront été remontées par l'outil. Voilà, et je vais en profiter du coup pour vous partager, heu, hop, le Stoic Protect, et à quoi ça ressemble en fait si jamais demain vous avez cet outil sur votre compte, Stoic. Donc voilà, je vous fais une petite démo en avant-phase. Je ne sais pas si les commerciaux de Stoic seraient très contents de savoir que je vous divulgue ces secrets, en ce moment, mais bon, comme c'est très beau, je vous le montre et notre équipe produit a fait un super travail. Concrètement, vous synchronisez votre tenant Google, ou Microsoft avec notre outil et en fait là, on va vous remonter les emails, suspects. Donc on va se dire, bah, la date, quel est l'utilisateur concerné, est-ce que c'est un mail que vous avez reçu ou est-ce que c'est un mail qui a été envoyé? Donc envoyé, ça va être, bah, sans doute, plutôt dans le cadre de la compromission de votre mail, destinataire plutôt dans le cas d'une fraude et on va vous mettre l'objet du mail. Donc typiquement, on voit des objets de mail où on crée de l'urgence. Urgence, mise à jour des données bancaires pour, la facture d'août. Là, on voit que l'alerte n'a pas encore été traitée. C'est l'espace des mois, évidemment, en août, alors qu'on est en octobre, l'alerte aurait été traitée. Et on voit, est-ce que c'est un vrai positif ou pas? Si c'est un vrai positif, je vois que c'est de type fraude et vous avez toute la visibilité d'un point de vue utilisateur sur cet outil-là. Et donc, je rebondis et je reviens sur toutes les comparaisons avec des outils. Quand on parle de comparaison avec des outils, regardons 2 choses. Est-ce qu'il y a une différence de nature? Un anti-spam n'est pas un outil contre la fraude, premièrement, et deuxièmement, quelle est la supervision humaine derrière? Très concrètement, il y a quelque chose de confortable avec, l'EMDR Stoic, Email Security Stoic, c'est que vous avez, si vous voulez, des ingénieurs cyber qui travaillent pour vous en 24/7, et ça, c'est très précieux. D'autant plus que ces ingénieurs cyber qui travaillent pour vous en 24/7 sont directement intéressés à la réussite de cette supervision. Pourquoi? Parce que nous, si jamais on loupe une alerte, si on la résout pas assez vite, c'est nous qui payons, ce qui est pas le cas, pour un prestataire tiers et pour le coup, on travaille avec beaucoup de prestataires et on sait qu'ils font un travail de qualité, mais objectivement, c'est comme si je dois faire, une omelette, avec, des œufs et du jambon, la poule et le cochon, ils donnent pas la même chose. La poule, elle donne un œuf, elle est toujours là. Le cochon, quand il donne sa jambe, bon, c'est quand même plus compliqué pour lui. Bon, bah, nous, stoïques, on est le cochon, voilà. Et quel est le coût pour le là-dessus, c'est des choses qu'il faut voir avec nos commerciaux, c'est pas quelque chose sur lequel on peut s'avancer dans ces présentations. Xavier, est-ce qu'il y a une question que tu aurais vue? Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais vue qui te plairait? Heu, Alors, on peut répondre à la question de Pierre. Est-ce que le mail est bloqué côté utilisateur tant qu'il n'a pas été catégorisé par le SOC? Il n'est pas bloqué. Il va avoir potentiellement donc une bannière qui va indiquer: «Attention, ce mail est suspect» et entre guillemets, ce n'est pas dramatique. Ce qu'on voit dans nos incidents de fraude, c'est que même dans le cas de figure, j'ai envie de dire, le plus problématique, où la victime a réalisé un virement, auprès de l'attaquant, lorsqu'on arrive à identifier la fraude dans les 24-48 premières heures, on est en capacité de contacter la banque et de faire un rappel de fonds et le rappel de fonds fonctionne, quasiment systématiquement. Pour l'instant, en tout cas, c'est une règle générale. Donc entre guillemets, on préfère éviter de bloquer un mail, ce qui pourrait avoir un impact pour, le bon fonctionnement de l'entreprise, ce qui pourrait créer une incompréhension de quelqu'un qui vous appelle au téléphone en disant: «Je viens de vous envoyer un mail et vous ne le voyez pas» et finalement vous dites: «Bon, bah, l'outil de Stoic m'empêche de travailler efficacement», donc on va plutôt préférer mettre une bannière invitant à être précautionneux et a posteriori le bloquer ou le supprimer si on a réussi à confirmer qu'il était malveillant. Hem, Plutôt que de le bloquer et de le débloquer a posteriori, ce qui pourrait, avoir un impact sur l'activité. Non, aujourd'hui, il n'est pas bloqué, il aura juste une bannière. Voilà, je vois qu'il me reste une vingtaine de secondes. Heu,
pour Vade Secure, bon, j'y ai répondu dans les questions, mais parce que je crois qu'il y a aussi parlé Agathe, mais voilà, on s'intéresse aujourd'hui et je pense que vous l'aurez compris, l'enjeu de notre outil, c'est de traiter un sujet et un sujet qui est majeur pour nous, qui est la fraude, qui est un sujet, qui, à mon sens, va continuer d'exploser dans les années à venir. Vade Secure s'intéresse plus, en tout cas en grande majorité, ils ont des petites fonctionnalités fraude, mais qui sont pas qui sont, on va dire, mineures, sur des sujets plutôt, de mails malveillants, de spam et ainsi de suite. Donc ce sont 2 outils qui sont complémentaires. Tout à fait. Il est midi pile, j'imagine l'heure d'aller déjeuner pour beaucoup d'entre vous. Donc nous vous remercions pour, votre présence, votre participation active, vos questions. On a pris toutes vos réponses au sondage, donc on vous recontactera proactivement, sous peu, pour vous présenter les offres, de détection MDR et Email Security. Très bonne journée à vous, et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Au revoir.